Éric de Keulener, vous êtes un économiste recherché pour l'originalité et la liberté de votre pensée économique, mais vous êtes aussi un citoyen engagé dans la vie sociale, culturelle, environnementale, tant dans la cinémathèque que dans le VVF. Nous, on vous connaît surtout parce que pendant 10-12 ans, vous avez accompagné Crédal au sein du conseil d'administration et vous avez pu éclairer nos débats de vos connaissances et de votre vision de la finance. Alors, aujourd'hui, au vu des initiatives locales qui ont été explicitées ici, dont on a eu des témoignages, au vu des défis climatiques, environnementaux, sociaux, alimentaires, est-ce que la finance éthique peut jouer un rôle dans ce changement de mentalité auquel il est fait appel, dans cette inventivité qui s'avère aujourd'hui nécessaire ? Merci. Oui, je crois personnellement que oui, et pour un ensemble de raisons qui nous ont déjà été présentées. Je crois qu'aujourd'hui, notre société a affaire à divers types de problèmes qui peuvent se compléter, mais qui pour le moment s'opposent. Les deux principaux problèmes sont d'une part des problèmes environnementaux et des problèmes de réorientation de ressources. Nous devons consacrer plus de ressources à préserver l'environnement. Et d'autre part, notre économie souffre aujourd'hui d'un manque de demande. On n'a pas assez de croissance pour faire fonctionner le modèle tel qu'il existe aujourd'hui. Le modèle tel qu'il existe aujourd'hui a besoin de croissance, entre autres parce qu'il y a des gains de productivité permanents et que s'il n'y a pas de croissance de la consommation, les gains de productivité se traduisent presque automatiquement par des diminutions d'emplois. Donc, il y a un problème environnemental d'un côté, un problème de manque de croissance, de manque de demande de l'autre, et la manière dont les lobbies traditionnels, pour revenir au diagramme présenté par Olivier de Scutet, les intérêts établis, je ne sais plus comment il les appelait, enfin, on comprenait les lobbies d'intérêts traditionnels, veulent surtout continuer, garder les subsides, les privilèges en tout genre dont ils bénéficient de l'État, et ne veulent certainement pas qu'on remette en cause le système. Les lobbies traditionnels et beaucoup de grandes entreprises et de plus petites, mais beaucoup de grandes entreprises surtout, qui nous disent défendre l'économie de marché et combattre l'État et rejeter le rôle de l'État dans l'économie de façon assez, totalement hypocrite et assez ironique, vivent énormément de protection de l'État. Alors que ce soit les banques qui reçoivent des garanties sur leurs dépôts, qui reçoivent des subsides considérables, que ce soit les entreprises énergétiques qui reçoivent des concessions, des protections, que ce soit, comme ça a été décrit, toute la chaîne alimentaire, toute la nouvelle économie vit de ce qui devient véritablement un abus de la protection de la propriété intellectuelle. On appelle à peu près n'importe quoi aujourd'hui de la propriété intellectuelle, et il y a un trafic de brevets et de brevetage qui va d'ailleurs toucher également l'agriculture, qui touche déjà aujourd'hui et qui va toucher de plus en plus l'agriculture, même dans des pays pauvres qui risquent de se voir imposer des royalties pour encore pouvoir avoir accès à leurs ressources parce que quelqu'un aura fait breveter un certain nombre de choses que les gens utilisaient naturellement. Donc les lobbies
dépendent énormément pour leurs bénéfices d'aide et protection de l'État, ont pris le contrôle de l'État si les politiciens, et malheureusement, je crois que je rejoins assez fort là aussi la remarque d'Olivier de Scutet, on peut se demander si aujourd'hui les États sont encore capables d'agir étant donné le chantage permanent qu'exercent sur eux les lobbies. Alors qui sont ces lobbies? En Belgique, on peut voir de façon très schématique tous les jours, c'est ce qu'on appelle les partenaires sociaux, c'est la réunion des fédérations d'entreprises et des syndicats. Les fédérations d'entreprises sont en Belgique réunies au sein de ce qu'on appelle la Fédération des entreprises de Belgique, FEB, qui est elle-même contrôlée par la Chambre de commerce américaine, qui est devenue une espèce d'association de malfaiteurs à l'échelle planétaire et qui envoie un message extrêmement simple: il faut plus de productivité, moins d'impôts, plus d'investissements internationaux, et tout gouvernement qui dévie ou qui envoie un message qui soit de quelque façon que ce soit décourageant pour tous ceux qui profitent aujourd'hui des subsides de l'État, des avantages fiscaux, des protections, des garanties, si un État envoie un message qu'il va réduire toutes ces aides, il est immédiatement matraqué par sa fédération d'entreprises locales, en Belgique c'est la FEB, sous le contrôle et la coordination de l'American Chamber of Commerce, avec un message simple: si vous continuez, vous aurez moins d'investissements, et vous savez, si vous avez moins d'investissements étrangers, vous aurez moins d'emplois, et donc moins de votes de préférence, moins de chances d'être réélu. Donc, continuez, ne changez rien à ce qui se passe. Donc, les États, malheureusement, sont très largement sous contrôle, dominés. Malheureusement, les syndicats qui essayent de résister encore sont très souvent aspirés dans cette logique. Une des dimensions dans lesquelles ils sont aspirés, c'est la pensée qui est imposée aujourd'hui à tout notre système de décision, la pensée selon laquelle le souci de l'environnement, oui c'est très bien, oui c'est peut-être convaincant, encore que, vous savez, si on n'y pense pas trop, on ne s'en fait pas, mais le souci de l'environnement, il y a peut-être un problème, mais ça coûte trop cher. On pouvait se soucier de l'environnement avant 2008, avant la crise, mais ça coûte trop cher parce que se préoccuper de l'environnement, cela veut dire décourager les émissions nocives, ça veut dire décourager l'utilisation d'énergie. Si on décourage l'utilisation d'énergie, on va forcément réduire la croissance, réduire l'emploi. L'autre moyen de réduire les émissions nocives, c'est de donner des subsides, par exemple, pour de l'énergie renouvelable. Et il n'y a plus d'argent parce que si on veut donner des subsides pour les énergies renouvelables, c'est le consommateur qui doit payer. Le consommateur, c'est vous, et vous n'avez plus envie de payer, n'est-ce pas? Et donc, on construit des systèmes dans lesquels on explique que l'environnement, ça coûte trop cher. Ça coûte en francs et centimes, et ça coûte en emploi. Donc, on est un peu coincé dans ce paradigme, au niveau en tout cas des décideurs politiques et de ce qui souvent leur tient lieu de substrat en Belgique, ce sont les partenaires sociaux. Donc cette réunion des fédérations d'entreprises et des syndicats. Alors, je crois que ce problème environnemental, qui n'est pas seulement un problème de CO2, comme l'a rappelé Jean-Pascal Vannier-Purzel,
Effectivement, c'est un problème extrêmement important, mais il y a beaucoup d'autres problèmes environnementaux, que ce soit l'impact de la production et de la consommation sur la santé, ça a été rappelé aussi. Nous avons beaucoup de problèmes environnementaux, la perte de biodiversité, donc nous avons beaucoup de problèmes environnementaux. Nous avons un problème de croissance économique. Alors, il y a incontestablement, à mon avis, un moyen de réunir les deux plutôt que de les opposer. Aujourd'hui, les lobbies arrivent à les opposer. Et donc, il est très difficile d'encore faire mener des politiques environnementales, que ce soit au niveau national ou supranational. Or, on a un manque de demande dans notre économie. Il n'y a pas assez de demandes. La croissance économique depuis la fin de la guerre a été tirée par la construction et l'automobile, ou les transports en général, automobile, avions, etc. Regardez en Chine, un développement très important de la Chine depuis 30 ans. Ça s'est développé sur quoi? Sur la construction et sur le transport, essentiellement l'automobile. Avec des excès tels qu'il semble arriver à des impasses plus rapidement qu'on ne le croyait. Mais on ne peut plus ajouter beaucoup d'automobiles et il ne sert à rien de construire des logements qui ne vont pas être employés, qui ne vont pas être occupés. Donc, il y a un problème. On peut se demander à quoi l'activité économique peut servir. Eh bien, le souci de l'environnement me semble être, de façon assez évidente, une source de demande, une source de consommation. C'est-à-dire que, comme ça a été rappelé, l'agriculture biologique, elle consomme plus de ressources, ne fût-ce que par la main-d'œuvre qu'elle doit absorber, elle consomme plus de ressources, mais ça veut dire qu'elle crée de l'emploi aussi. Alors on nous dit, oui, mais c'est trop cher. Oui, c'est trop cher. C'est trop cher surtout parce que l'agriculture non biologique et l'agriculture intensive obtient énormément de subsides, directs et indirects. Et là où, jusqu'à présent, la démarche pour favoriser les activités économiques plus respectueuses de l'environnement consistait à donner des subsides, on a donné des subsides aussi à l'agriculture biologique, peut-être pas souvent et pas assez, mais on a donné des subsides aussi. Je crois qu'on va devoir beaucoup plus aller vers un encouragement d'activité, donc une double action qui encourage l'activité économique, mais une activité économique respectueuse de l'environnement et une capacité à financer cette activité économique respectueuse de l'environnement par une taxation adéquate et par le combat contre les subsides inadéquats. Je crois qu'un piège dans lequel jusqu'à présent est tombée la cause de l'environnement, c'est de s'être laissé un peu enfermer. Il n'y avait peut-être pas moyen de faire autrement jusqu'à présent, dans l'image selon laquelle cela coûte cher et cela coûte des emplois. Et là, on voit ça tous les jours dans le raisonnement des fédérations d'entreprises. La dialectique est permanente vis-à-vis des pouvoirs publics et des organisations syndicales. Vous voulez qu'on pollue moins? On va réduire les emplois. Vous voulez qu'on pollue moins en Belgique? On va délocaliser dans des endroits où on peut polluer plus. Donc, il faut absolument qu'on arrive à inverser, à contredire et à inverser cela, et à mettre en avant suffisamment de manières de développer l'activité économique en respectant mieux l'environnement. Peut-être que certains défenseurs de l'environnement et des défenseurs de l'environnement de tout à fait bonne foi ont une tendance peut-être trop naturelle à accepter et à lier la défense de l'environnement et la problématique de la croissance, et en particulier de la décroissance ou de la croissance zéro.
si pour défendre l'environnement, on se laisse enfermer dans une rhétorique selon laquelle, pour défendre l'environnement, il faut aller vers la décroissance, on va peut-être séduire un certain nombre de gens intellectuellement, mais dans la pratique, on a perdu pratiquement tout le monde. Parce que le lendemain, dans la pratique, il faut des emplois, il faut des salaires, il faut faire fonctionner la machine. Or, je crois qu'il y a suffisamment d'activités, économiques qui respectent l'environnement, qui réparent l'environnement. On en a eu suffisamment d'exemples ici. Et je crois que là, la finance éthique, entre autres, a un rôle tout à fait important à jouer, parce que jusqu'à présent, évidemment, les mécanismes financiers ont totalement joué dans cette rhétorique selon laquelle il n'y a pas de salut sans une croissance de l'activité, sans une rentabilité des investissements, parce que seule la rentabilité permet d'attirer des capitaux, et cette rentabilité, on ne l'aura que si on a de la croissance, des subsides, enfin tous les moyens possibles et imaginables pour renforcer le système actuel. Et donc, je trouve que ce qui est particulièrement réconfortant, c'est que des scientifiques, nous en avons ici deux excellents exemples, Olivier de Scutet et Jean-Pascal Van Yperseel, ont dans leur domaine une crédibilité et des réalisations scientifiques et académiques de premier plan. Et il est très important, le message qu'ils transmettent est particulièrement important, parce que c'est un message selon lequel il y a non seulement urgence pour protéger l'environnement, mais il y a des pistes d'alternatives. Et je crois que les deux exemples que nous avons entendus de Labourrache et de Vandouillet, d'Alex Boll et de Bernard Delville, sont également extrêmement instructifs. Il y a des moyens de développer de l'activité économique qui pollue moins, qui crée de l'emploi, qui remplit des besoins, et Crédal est là pour montrer aussi qu'il y a des formes de financement qui peuvent fonctionner sans demander une maximisation des profits et sans se soumettre aux lois de fonctionnement des marchés de capitaux. Et donc, je crois que ce dont on va avoir besoin, c'est effectivement d'une légitimité politique, mais avant ça d'une légitimité scientifique, académique, d'avoir une véritable taxation des externalités, comme les appelait Olivier de Scutet. Donc, les externalités, c'est toutes les pollutions indirectes que produit l'activité économique. Donc, il faut taxer cela, plutôt que de dire que puisque l'activité économique est par définition toujours bénéfique, on doit en accepter quelques inconvénients. Non, on doit pouvoir taxer les effets indésirables de l'activité économique et réinjecter cet argent dans des activités économiques qui soient respectueuses de l'environnement, qui réparent l'environnement, qui créent de l'emploi. Et on ne doit pas avoir peur de proposer des politiques qui créent de la croissance, parce qu'il y a moyen de faire de la croissance non polluante et de la croissance même qui répare l'environnement. Se dire qu'au lieu de fabriquer plus de voitures et plus d'avions, plus de transport en général, le transport prend à peu près 60% de l'activité économique, au lieu de se transporter plus, on va consacrer des ressources à nettoyer les rivières, à recréer des environnements agréables. Je crois qu'il y a là un intérêt pour tout le monde. Bernard Delville a commencé
en nous parlant des problèmes de gouvernance des coopératives. Et je crois aussi que c'est un élément extrêmement important pour un certain nombre d'acteurs existants et potentiels dans les initiatives nouvelles qui se prennent et l'initiative d'économie alternative. La gouvernance va être extrêmement importante. Si vous regardez comment fonctionne depuis la nuit des temps, depuis les 10 000 ans que l'Homo sapiens a commencé à se sédentariser pour cultiver, quand les gens se mettent ensemble pour des activités collectives, ça a généralement été parce qu'ils étaient motivés par des religions ou par du nationalisme. Religion et nationalisme, c'est ce qui fait malheureusement bouger le plus les gens. Et en définitive, depuis 100 ou 200 ans, il y a une alternative à ça, c'est l'enrichissement. Au lieu de se battre pour des causes dans des guerres de religion, pour suivre des politiques de conquête de dirigeants ou du nationalisme étroit, ou enfin il est toujours, à mon avis, étroit, mais on a commencé à proposer une alternative qui est l'enrichissement. Et finalement, on peut dire que c'est un peu moins grave de se consacrer à l'enrichissement qu'au combat dont on a connu une caricature au XXe siècle. Mais il est maintenant effectivement très important de trouver quelque chose d'autre que l'enrichissement pour mobiliser des entreprises collectives. Donc il faut pouvoir définir des objectifs et il faut pouvoir surveiller la manière dont ces objectifs vont être poursuivis. Et c'est là le rôle extrêmement important des conseils d'administration et dans des coopératives. Il y a trop de coopératives qui n'ont peut-être pas pour objectif d'enrichir leurs coopérateurs, puisque ça c'est dans la loi, mais il y a trop de gens qui profitent de coopératives pour s'enrichir à titre personnel. Et cela nuit alors à la crédibilité du modèle coopératif. Donc il est très important que la gouvernance des institutions coopératives fonctionne bien. C'est un autre mérite que je vois personnellement à l'exemple et à l'existence de Crédal, c'est que Crédal, par son fonctionnement, montre qu'on peut fonctionner, montre qu'on peut agir dans l'intermédiation financière avec d'autres types d'objectifs que les objectifs classiques, mais qu'on peut également fonctionner, et il y a beaucoup d'autres coopératives qui fonctionnent bien, mais il faut un rôle bien défini, il faut des objectifs clairs, un rôle bien défini des conseils d'administration, il faut des gardiens des valeurs. Il y a chez Crédal encore des gardiens des valeurs qui n'interviennent pas souvent, mais s'ils estimaient que les valeurs ne sont plus respectées, ils ont le droit statutaire d'intervenir. Donc, une bonne réflexion relative à ça me semble extrêmement importante aussi. Et donc, voilà, en tentative de résumé, synthèse de cette discussion et de ce que mes 10 ou 12 ans, je ne sais plus non plus, chez Crédal m'ont laissé comme impression ce que je souhaitais vous dire cet après-midi. Merci beaucoup.